Le 26 mars 1988, dans l'escalier du 36 quai des Orfèvres, une haie d'honneur se forme spontanément. Les officiers de la crime veulent voir le visage de celui qu'ils ont traqué pendant 7 ans, celui qu'ils appelaient SK1, Serial Killer numéro 1. 7 années de crime, 7 scènes d'horreur, 7 vies volées. Et toujours la même signature, du sang, de l'ADN, mais jamais de nom, jamais de visage. Et pourtant, il était là. Sous leurs yeux, il y avait des témoins, des indices. Il était même entre leurs mains. Il a été interrogé, relâché et oublié. On l'a surnommé le tueur de l'Est parisien. Il a semé la peur, brisé des vies et forcé la justice à se réinventer. Jusqu'au jour où un nom a surgi. Guy Georges. Avant de plonger dans l'une des affaires les plus glaçantes de l'histoire criminelle française, j'aimerais qu'on remonte à l'origine. Non pas pour chercher des excuses, parce qu'il n'y en a aucune, mais pour comprendre comment un enfant abandonné peut devenir un tueur en série. Le 15 octobre 1962, à l'hôpital Vitry-le-François, Hélène Rampillon, 25 ans, donne naissance à Guy Georges Rampillon. Hélène travaille dans les bars américains à Marly-le-Roi. Elle y fait la rencontre de George Cartwright, un noir américain cuisinier sur une base de GI. Ils ont une aventure qui se solde par une grossesse et surtout par l'abandon du père qui déguerpit retrouver sa femme aux États-Unis 2 semaines avant les premiers cris de son fils. Hélène, qui a déjà un enfant dont elle a laissé la garde à ses parents, rédige un faire-part de naissance aux parents de son amant. Un télégramme qui demande de venir chercher l'enfant, sinon il serait remis à la police ou à la DAS. Le message reste sans réponse. Alors Guy, dès ses premiers jours de vie, est ballotté de foyer en foyer. D'abord 2 haltes chez des nourrices bénévoles d'Angers, puis il échoue à la DAS. Le 4 juin 1963, à 7 mois et demi, il est placé chez Jeanne Morin. C'est le premier enfant qu'elle accueille via la DAS, et elle ne cache pas qu'elle voulait un enfant de couleur. Elle dira même « J'avais vu une émission à la télé où il parlait de petits machins comme ça qui étaient malheureux. Après lui, elle accueillera 12 autres enfants de la DAS, en plus de ses 7 enfants biologiques. » Pour Jeanne Morin, élever des enfants placés, c'était une vocation, mais aussi un moyen de boucler ses fins de mois. Chaque enfant lui rapportait une indemnité, une aide non négligeable qu'elle n'a jamais tenté de dissimuler. 3 ans plus tard, les services sociaux retrouvent Hélène le 14 septembre 1965. Elle est standardiste dans un organisme de l'OTAN où elle gagne sa vie modestement. Elle prévoit de se marier aux États-Unis à un soldat noir. Elle promet de signer l'abandon de Guy dans les 8 jours, un acte essentiel pour rendre possible son adoption. Mais elle disparaît. Plus aucune nouvelle. Le 2 février 1966, la DAS décrète l'état d'abandon de Guy Rampillon qui devient pupille de la nation sous le matricule 5086. Le 23 février 1968, il a 6 ans et est en âge de comprendre que son identité doit changer. Son nom de famille, Rampillon, est effacé et remplacé par son 2e prénom, Georges. Guy Georges est décrit comme un enfant gentil et sage, peut-être trop sage. Mais très tôt, il commence à voler. Des bonbons, des gâteaux, de la monnaie oubliée dans un vide-poche, pas de quoi s'alarmer. Quel enfant n'a jamais fait ça finalement? Mais Jeanne Morin est une femme stricte, qui ne prend rien à la légère. Elle met tout sous clé et compte les barres de chocolat. Jeanne Morin fait tout elle-même, parce qu'elle aime que les choses soient bien faites, mais surtout parce qu'elle part d'un principe simple, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sa rigueur est l'une de ses plus grandes qualités. Sa maison est impeccable, malgré la ribambelle d'enfants qui y vivent, eux-mêmes sont très propres sur eux, et pour cause, elle a lavé Guy Georges jusqu'à ses 11 ans. Elle faisait son lit aussi, car elle le pensait trop feignant pour faire les choses par lui-même. La DAS ne l'a jamais prise en défaut de propreté ou de négligence. Pourtant, sur le plan affectif, il y a des carences. Jeanne Morin est certes une femme courageuse, travailleuse et dévouée qui ne fait pas de différence entre ses enfants biologiques et les pupilles, mais elle n'est pas câline. Pas d'embrassade, pas de douceur, tous les enfants sont logés à la même enseigne. Et ce n'est pas parce que Guy est noir qu'il est traité différemment. Il n'est pas marginalisé et ça ne le blesse pas. Au contraire, ça le distingue et il s'en accommode. Jeanne Morin ne semble pas le connaître vraiment. Elle ne s'inquiète que de sa réussite scolaire et de sa propreté. Elle laisse vraiment peu d'autonomie aux enfants dont elle a la garde. Dans ce contexte fermé, Guy n'a jamais pu s'extérioriser. Il a donc du mal à s'exprimer, à communiquer avec ses camarades. Résultat, un enfant perturbé qui veut attirer l'attention. À la maison, il étouffe. Il ne trouve pas sa place au milieu de 6 filles. Il déteste les corvées ménagères et il se sent bouc émissaire. Il s'échappe dans les bois, piège des lapins, tue des poules au lance-pierre. Et depuis qu'il a volé un couteau à 10 ans, il en garde toujours un sur lui. Vous avez bien entendu. Depuis l'âge de 10 ans, Guy Georges porte constamment une arme blanche sur lui. Malgré ça, Jeanne Morin le décrit toujours comme un gamin trouillard, loin d'être une brute.
pas un méchant. Pourtant, à tout juste 14 ans, il agresse sans raison sa sœur de lait, Roselyne, handicapée mentale de 10 ans son aînée. Il était embusqué derrière un buisson, il l'attendait patiemment, et quand elle est apparue pour sortir les poubelles, il l'attrape par derrière et lui serre la gorge. Ses mains laissèrent des méchantes traces sur son cou et déchirèrent sa chemise. Roselyne parvint à se dégager et à s'enfuir. Guy s'enfuit lui aussi et passa la nuit dehors. Jeanne Morin passe l'éponge. Guy Georges n'expliquera pas pourquoi il a fait ça. 18 mois plus tard, en mars 1978, il explose à nouveau et agresse sa sœur de lait, Christiane, dans le grenier où Jeanne Morin les avait envoyés nettoyer le parquet. Guy ramassa une barre de fer d'un tabouret qui traînait par terre, se mit à marcher de long en large en tapant la barre dans ses mains. Il jeta un œil par la fenêtre, vit sa mère discuter avec une voisine, et alors que Christiane commençait à balayer, son frère lui sauta dessus. Il l'attrapa par l'arrière et posa la barre de fer sur sa gorge. Christiane eut le réflexe de mettre ses mains pour retenir la barre. Guy Georges était comme habité par une envie de la tuer. Il gémit comme une bête et ne lâcha pas sa proie. Ils tombèrent. Il se précipita pour lui mettre la main sur la bouche pour qu'elle ne crie pas, mais elle lui mordit le doigt. Il la relâche. Christiane se releva et vit Guy allongé par terre, ayant comme une absence. Un peu comme si c'était lui qui était sous le choc de la morsure, alors qu'il a juste essayé de tuer sa sœur de lait. Jeanne, en voyant sa fille, du sang plein le nez, décide de se séparer de Guy Georges. Elle appelle la DAS et l'abandonne. Il est alors placé en observation au foyer de l'enfance d'Angers. Il s'apprête à entamer un apprentissage de cuisinier. Il revient chez les Morin le week-end, puis il fugue régulièrement, vole de l'argent dans le sac de la femme de son patron. À chaque fois que les gendarmes le retrouvent et le ramènent, il s'échappe de nouveau et s'adonne à diverses activités de délinquance. Si bien que la brigade des mineurs l'arrête à Tours, alors qu'il est pris en flagrant délit de vol de nourriture dans un grand magasin et le ramène à ce moment-là à Angers. Seulement, le foyer de l'enfance ne veut plus de lui, pas uniquement à cause des fugues à répétition, mais parce que le passe-temps favori de Guy Georges est de terroriser les éducatrices. Il se cache dans le noir, les surprend et se délecte de leur peur. Il est alors placé en foyer de semi-liberté où il entame un stage de maçonnerie. Mais surtout, il est enfin suivi par une psychologue qui pourtant constate que tout va bien. Lors des week-ends qu'il passe chez les Morin, il n'est pourtant pas reçu chaleureusement car les filles craignent ses violences. Jeanne Morin le relègue dans la caravane du fond du jardin. Les fugues continuent et à chaque fois, on le ramène.